3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Bon, autant vous le dire tout de suite, la vidéo qui sort aujourd'hui, elle était clairement pas prévue. Et j'avoue, je m'en serais bien passé. Depuis cette seconde où j'ai appris en direct le décès de Kobe sur Twitter dimanche soir, j'ai le cœur vraiment en peine. Et je vous le cache pas non plus, c'est dur de sortir cette vidéo. J'ai été très ému d'écrire tout ça et je le suis encore beaucoup en parlant devant la caméra. J'ai pas encore digéré, j'ai pas encore fait mon deuil et sans doute il me faudra du temps. Pour être honnête, je me suis même demandé si j'étais vraiment capable de sortir cette vidéo si peu de temps après la disparition de cette légende. Une légende d'un point de vue basket, mais aussi une légende d'un point de vue humain. Mais en vrai, que je sois capable ou non, il le fallait. Se donner à fond dans tout ce qui nous passionne, quels que soient les éléments extérieurs, c'est ce qui pour moi définit le mieux la Mamba mentality si chère à Kobe. Alors même si je vous le cache pas, c'est difficile, je vais faire de mon mieux pour livrer le meilleur hommage possible à cet homme qui a tant marqué ma vie de passionné de basket. Du coup, le format que j'ai sorti il y a peu de temps, le format Barbershop, celui où je livre les meilleurs souvenirs que j'ai à propos d'un sujet ou encore les meilleures anecdotes, ne pouvait pas mieux convenir. Hors de question de faire seulement un top 6 des meilleurs moments de la carrière de Kobe, c'est pas assez. Puis là, pour être franc, j'ai pas envie d'être objectif, j'ai pas envie d'attribuer des étoiles, j'ai pas envie de faire des classements. J'ai envie de vous parler de ce qui, moi, m'a marqué. C'est sûrement très personnel, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est aussi ce qui définit ce format Barbershop. Puis je crois que ça me fera du bien aussi de me livrer sans filtre à propos du Black Mamba, un peu en mode autothérapie. Voilà, cette intro, c'est clairement la plus difficile que j'ai eu à tourner depuis la création de ma chaîne. J'ai clairement la boule dans la gorge, mais faut le faire. Je tiens à présenter tout mon soutien, toutes mes condoléances à la famille de Kobe et de Gianna, à leurs proches, aux familles des 7 autres personnes, elles aussi décédées dans ce crash, mais aussi à toute la planète basket et à vous en particulier qui, comme moi, avez le cœur meurtri par cette tragédie. Bon aussi, avant de commencer, faut que je vous dise, j'ai un lien vraiment particulier avec Kobe Bryant. Ceux qui me suivent le savent, je suis un amoureux de la ville de Philadelphie, dans laquelle je suis déjà allé plusieurs fois et dans laquelle je vais retourner encore à la fin du mois. Philadelphie, c'est la première capitale de l'histoire des États-Unis, c'est la ville de l'amour fraternel, la ville de la Liberty Bell, la ville de Rocky Balboa, la ville des cheese steaks, mais aussi la ville qui a vu naître Kobe Bryant et qui l'a vu grandir pendant ses années lycée. C'est aussi la ville des 76ers que Kobe a tant fait souffrir dans sa carrière, un peu comme toutes les autres franchises qu'il a affrontées. Et donc voilà, autant être franc, ce mec, je suis obligé de l'avouer, je l'ai détesté autant que je l'ai adoré. Et ouais, j'étais fan d'Allen Iverson et fallait que je me rende à l'évidence, Kobe était juste meilleur, c'est pour ça que je l'ai haï. Ce mec né à Philly était juste trop fort et mettait la misère à mon joueur préféré qui lui jouait à Philadelphie. Je crois que c'est la définition d'un comble. En tout cas voilà, pour avoir été ce mec que j'ai adoré détester et envers qui je ne peux témoigner qu'un immense respect, j'ai voulu lui rendre le meilleur hommage possible à travers cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous plaira et si c'est pas le cas, tant pis. Autant être honnête jusqu'au bout, cette vidéo je la fais aussi pour moi. Alors dans ce barbershop, j'ai décidé de garder 24 moments que je vais vous narrer. 24 comme le numéro de Kobe évidemment, rien n'est dû au hasard. Par contre, dans une carrière si riche, c'est clair qu'il a fallu faire le tri. 24 ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est peu pour une telle légende. Alors je vais pas vous parler des choses futiles, comme le fait que son prénom soit lié au fameux bœuf de Kobe. Je vais pas non plus disserter sur le fait que Bean, son deuxième prénom, soit l'un des plus bizarres que j'ai jamais entendu de ma vie. Je vais pas non plus parler de son embrouille avec Shaq, ou des propos très durs qu'il a pu avoir envers certains de ses coéquipiers comme Smoosh Parker à l'époque. Ouais, car depuis ces histoires, Kobe a grandi en tant qu'homme. Bien sûr, parfois il a été trop exigeant envers ceux qui l'entouraient, autant que ce qu'il l'était avec lui-même. Mais comme je l'ai dit, au fil de sa carrière, le Black Mamba a évolué. Il a appris sur l'humain, il a appris à être un leader, il a appris à trouver comment tirer le maximum de tous ses coéquipiers, quitte à adopter un mode de communication différent pour chacun d'eux. Il l'a dit lui-même, c'est l'un des secrets de sa réussite et il aurait aimé être conscient de ça plus tôt. Avoir ce recul-là, franchement, je trouve que c'est signe d'une grande sagesse. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour placer une expression de Nekfeu que j'aime bien à ce propos. Intransigeant avec moi-même et tolérant avec les autres. C'est exactement la définition qui correspond à l'homme qu'aspirait à devenir Kobe Bryant au moment de son décès à l'âge de 41 ans. C'est ce qui en fait un être humain respecté et respectable dont l'aura dépasse amplement les terrains de basket. Bon, continuons, je vais pas parler non plus de cette anecdote légendaire qui réunissait Kobe Bryant, Michael Jordan et Phil Jackson. Ce jour où le coach des Lakers a invité dans son bureau l'ancien numéro 23 des Bulls pour conseiller Kobe. Ce jour où Kobe, plutôt que d'écouter Michael, lui a juste dit qu'il lui botterait le cul en un contre un. Non, je vais pas en parler parce que même si j'ai adoré lire des choses à propos de ce moment, je peux pas dire que je l'ai vécu. Ce truc-là, c'était en off, c'était pas filmé. Donc vous l'avez compris, les 24 facts que je vais vous livrer à propos de Kobe, ce sont des choses que j'ai pu voir de mes yeux. Des choses dont je peux témoigner, des choses qui m'ont fait vibrer. Et surtout des choses qui aujourd'hui m'émeuvent énormément. J'ai donc décidé de vous les partager dans l'ordre chronologique. Pour commencer, rendez-vous le 24 mars 1996. Ce jour où avec le lycée de Lower Marion,
Kobe est rentré dans la légende de Philadelphie. Ouais, il portait exactement le même maillot que celui que vous voyez derrière là. Et bien ce 24 mars, Kobe est devenu champion de l'état de la Delaware Valley, aussi appelée Sioux Cistern, Pennsylvania. Oui, ce 24 mars, Kobe a permis à son lycée de Lower Marion de remporter son premier titre depuis 1943. Alors ok, avec 17 points inscrits en finale, soit son plus petit total de la saison, il a clairement eu besoin de l'aide de ses coéquipiers pour venir à bout de la Erie Cathedral Prep sur un score de 48-43, mais quand même. Déjà, c'était plus facile pour les coéquipiers de Kobe de briller lorsque l'on sait que pendant tout le match, il a été pris à 2 voire à 3 par ses adversaires. Mais en plus, dites-vous qu'en finissant sa carrière de lycée avec 2883 points et une moyenne de plus de 30 unités par match, Kobe est devenu le meilleur scoreur de l'histoire d'un état très réputé en high school, dépassant par la même occasion Wilt Chamberlain et Lionel Simmons. À 17 ans, le Black Mamba était déjà une star dans tout Philadelphie. Il pouvait même se permettre de se faire accompagner par la chanteuse de R&B Brandy lors de son bal de promo. Pour le deuxième fact, on va direct se donner rendez-vous le 8 février 1997. Ouais, j'aurais pu parler de sa draft en juin 1996 et de l'échange qu'ont réalisé les Lakers avec les Hornets ce jour-là pour récupérer Kobe à la place de Vlade Divac. Sauf qu'à l'époque, personne ne pouvait connaître l'impact qu'aurait ce transfert plus tard. Et personne ne pouvait savoir que ce mec, premier joueur non intérieur drafté directement après sa sortie du lycée, allait devenir un futur Hall of Famer. Bref, revenons donc à notre 8 février. Kobe est alors rookie et participe au concours de dunk. Lors de ce All-Star Weekend à Cleveland, il affronte Michael Finley, Ray Allen, Bob Sura, Darvin Ham et Chris Carr. Et si pour certains ce concours fut le pire de l'histoire vu que le contest fut annulé l'année suivante, ce fut quand même le natif de Philly qui s'imposa. Donc s'il est vrai qu'on a vu de bien meilleurs concours de dunk, ce qu'il faut noter c'est que ce jour-là, Kobe remporta son premier trophée en NBA. Ça lui a permis de marcher réellement dans les pas de son idole, Michael Jordan, vainqueur de ce même concours en 1987 et en 1988. Pour le troisième fact, nous allons évoquer ce qu'il s'est passé le 17 décembre 1997. Kobe est désormais dans sa saison sophomore et commence à obtenir un rôle très intéressant aux Lakers. Devenu un titulaire à part entière, il a plusieurs fois dépassé la barre des 20 points et a même atteint celle des 30 pour la première fois 3 jours avant. Alors ce déplacement prévu le 17 décembre à Chicago pour affronter Michael Jordan était l'occasion parfaite pour se tester. Et autant le dire, le duel me fit vibrer. Même si les Bulls s'imposèrent facilement, Michael mit 36 points et Kobe 33, soit son nouveau record en carrière de l'époque. Record en carrière qui a quand même tenu 1 an et demi. Alors ok, le prince n'était pas encore prêt à prendre la couronne du roi. Mais en tout cas, le message était passé sans intermédiaire. Ce jour-là, tout le monde s'est rendu compte qu'un certain Kobe Bryant pouvait dignement prétendre à la succession de Michael Jordan. Pour la suite, je fais un joli saut dans le temps car j'arrive directement au 4 juin 2000. Kobe a profité du lockout de la saison 1998-1999 pour travailler comme un taré, comme il le fait à chaque intersaison d'ailleurs. Sa progression apparaît alors comme flagrante et du haut de ses 21 ans, son rôle est désormais devenu primordial aux Lakers, aux côtés d'un Shaquille O'Neal plus dominant que jamais. Faut dire que Kobe sort d'une saison à 22,5 points par match et que le duo, d'une complémentarité incroyable, se montre ultra efficace sur le terrain. Les Lakers finissent donc assez logiquement premier de la conférence Ouest et arrivent sans trop d'embûches jusqu'en finale de conférence. Sauf que là, ils retrouvent des Blazers morts de faim, menés par Rashid Wallace, Scottie Pippen, mais aussi Steve Smith, Damon Stoudemire, Arvydas Sabonis, Detlef Schrempf ou encore Brian Grant. Je ne cite pas Jermaine O'Neal volontairement car à l'époque il était encore très jeune. Bref, la série est très accrochée et doit se jouer sur un match 7 au Staples Center. Et ce match-là, il est chaud. 50 secondes à jouer, 83-79 pour les Lakers. La possession est importante, Kobe remonte le terrain à la façon d'un meneur de jeu. Là, il cross Pippen et alors que tout le monde pense qu'il va forcer et se la jouer seul, il surprend le public en balançant une passe lobée à Shaquille O'Neal qui conclut en alley-oop. Et ouais, la première action que je retiens de Kobe en playoff, c'est une passe pour Shaq. C'est fou, non? Cet éclair de génie a tué le match. Alors forcément, cette action est rentrée dans la légende et pour moi, elle a réellement marqué le début d'une dynastie. En parlant de dynastie d'ailleurs, pas besoin d'aller trop loin dans le futur car je vous donne rendez-vous seulement 15 jours plus tard. Le 19 juin 2000 représente le jour où Kobe remporta son premier titre et si vous ne regardez que ses stats, vous vous direz qu'il n'a pas été fabuleux lors de cette série. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en raison d'une grosse entorse à la cheville, il n'a joué que 9 minutes dans le match 2 et n'a pas du tout joué du match 3. En fait, pour moi, il y a principalement deux choses à noter dans cette finale. Déjà, l'excellent boulot en défense de Kobe sur Reggie Miller, mais surtout son match 4. Alors que sa présence était incertaine et que les poches de glace qu'il mettait autour de sa cheville étaient impressionnantes, celui qui portait alors le numéro 8 aux Lakers prit quand même part à la rencontre, mais ça se voyait et il souffrait. Ses débuts sont d'ailleurs difficiles. À la mi-temps, il n'a marqué que 6 points et a déjà pris 4 fautes. Surtout que la 5e tombe vite dans le 3e quart. Phil Jackson, malgré le risque que ça comporte et malgré la cheville en vrac de son arrière, décide pourtant de le laisser sur le terrain. Mais c'est pas tout, il décide également d'appeler des systèmes en ISO pour Kobe. C'est ouf, vous allez dire, je me suis dit la même chose, sauf que ça fonctionne. Le Mamba met 14 points en deuxième mi-temps, mais sur un 3 points de Sam Perkins, le match part en prolongation. Chaud, surtout que le Shaq prend vite sa 6e faute et est exclu. Peu importe, Kobe prend à nouveau les choses à son compte. Il marque 8 points dans la prolongue, soit le 2e meilleur total de l'histoire d'une finale NBA et permet aux siens de s'imposer 120-119
118 pour prendre un avantage décisif 3-1 dans la série. 5 jours plus tard, Kobe remportait sa première bague. Sa perf décisive du match 4 sur une seule jambe lui a clairement ouvert la porte de la cour des grands. On va pas aller beaucoup plus loin pour mon fact numéro 6 et on avance jusqu'au 6 décembre 2000. Ce jour où Kobe s'est lancé dans un vrai duel contre Antawn Jamison. Ce Lakers Warriors fut effectivement acharné. Il ne nécessita pas moins de 2 prolongations pour trouver un vainqueur. Et même si cette fois-ci ce fut Jamison qui mena les siens à la victoire avec 51 points, on ne peut rien reprocher à Kobe qui en mit tout autant et dépassa ainsi pour la première fois la barre des 50 unités en un match. Ça a marqué le début d'une longue série puisqu'il le fit à 24 autres reprises dans sa carrière. Là vient un moment qui m'a particulièrement marqué. Et ouais, rendez-vous le 15 juin 2001 lorsque Kobe remporta son 2e titre. Contre qui, je vous le donne en mille, les Sixers d'Allen Iverson. Oh qu'il m'a fait mal au derche ce titre-là. Philadelphie sortait d'une saison assez exceptionnelle. Premier de la conférence Est avec un Allen Iverson MVP de la saison mais aussi du All-Star Game, un Larry Brown coach de l'année, un Dikembe Mutombo meilleur défenseur et un Aaron Mackey élu meilleur 6e homme. Rien que ça. Sauf qu'en face, les Lakers arrivaient en finale NBA sans avoir perdu un seul match des playoffs. Ouch, le duel Kobe et Ai atteint alors des sommets. Je me rappelle encore de ce match 3 où les deux gars se rendirent coup pour coup. Et malgré un exploit des Sixers lors du Game 1, ce sont bien les Lakers qui remportèrent le trophée Larry O'Brien en 2001. En définitive, même si Shaq une nouvelle fois fut élu MVP des finales, le mastodonte lors des playoffs n'a pas hésité à dire que c'était son coéquipier le meilleur joueur de la ligue à ce moment-là. Tant qu'on est dans les histoires avec Philly, avançons maintenant jusqu'au 10 février 2002, date du All-Star Game qui se déroulait où? Vous l'avez compris, à Philadelphie bien sûr. Ce jour-là, Kobe se fit huer par tous les mecs qui, comme moi, lui en voulaient d'avoir privé sa ville natale de titre l'année précédente. Bon, je l'aurais probablement pas hué perso, mais je crois que j'arrivais vraiment à comprendre la haine de ses fans des Sixers. C'est ce que j'expliquais plus tôt, on lui en voulait juste d'être trop fort. D'être meilleur qu'Iverson en fait. Quoi qu'il arrive, Kobe n'a pas été touché par les sifflets. Ou s'il l'a été, ça n'a clairement pas eu l'impact qu'auraient souhaité les fans. 31 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, mais surtout son premier trophée de MVP du All-Star Game sur les 4 remportés dans sa carrière. Tout ça reçu des mains de David Stern sous les huées du public. What else? Fact numéro 9 maintenant, un peu moins d'un an plus tard, le 7 janvier 2003, alors que Kobe vient de remporter son 3e titre quelques mois plus tôt. Ça va aller vite, ce jour-là, le Black Mamba a littéralement pris feu. 45 points à 12 sur 18 à 3 points dans une victoire 119 à 98 face aux Sonics. Kobe bat alors le record de l'époque de Dennis Scott, fixé à 11 tirs primés réussis dans le même match. Et si désormais c'est Klay Thompson qui détient le record avec 14 réussites, dites-vous bien que Kobe, lui, il l'a fait en seulement 3 quarts temps, vu que son premier panier à 3 points, il l'a mis dans la 2e période. La suite maintenant, le 19 février 2003. Encore une fois, il s'agit d'un All-Star Game, visiblement le moment préféré de Kobe pour gâcher la fête aux fans. Michael Jordan venait de fêter ses 40 ans 2 jours plus tôt et s'apprêtait à disputer le tout dernier match des étoiles de sa carrière. Et autant vous le dire, ce All-Star Game fait partie des plus épiques qu'il m'ait été donné de voir dans ma vie. Entre Mariah Carey et son show légendaire à la mi-temps dans sa robe ultra moulante, Allen Iverson qui portait le numéro 23 des Bulls à son arrivée, ou Vince Carter qui d'entrée lui laissa la place dans le 5 de départ, tout était fait pour célébrer au mieux la gloire de Michael Jordan. Surtout qu'au fil du match, ça devient très serré et ça part en prolongation, le moment idéal pour briller. Du coup, MJ ne tremble pas. À 5 secondes du terme, il inscrit un tir sur la tête de Sean Marion qui permet à la sélection Est de mener 138 à 136. Le scénario est magique. Sauf qu'ensuite, Kobe tente un shoot désespéré à 3 points. Il le rate, mais les arbitres sifflent faute. Bon, si vous voulez mon avis, en vrai, je crois qu'il y a absolument rien. Mais c'est sifflé, c'est comme ça. Du coup, en mettant 2 lancers francs sur 3, Kobe fait en sorte que le match se poursuive dans une 2e prolongation. Là, sous la houlette de Kevin Garnett, l'Ouest remporte finalement ce match et ce scénario Walt Disney dont beaucoup avaient rêvé ne prit finalement jamais forme. Ses fans reprochent d'ailleurs sans doute au Mamba d'avoir tout gâché en voulant prendre ce tir. Mais honnêtement, vous croyez quoi? Vous pensiez vraiment qu'un compétiteur comme Kobe n'allait pas le tenter ce shoot? Vu qu'on est sur le départ à la retraite de Michael Jordan, avançons l'horloge d'un peu plus d'un mois, le 28 mars 2003. Les Lakers recevaient les Wizards pour ce qui était le dernier duel officiel de l'histoire entre Kobe et Mike. Et vous pouvez l'imaginer, le Mamba avait envie de faire ça bien. 42 points pour lui à la mi-temps, 55 à la fin du match. Je crois qu'il ne pouvait pas y avoir meilleur symbole pour un passage de flambeau. Je crois qu'aux yeux du monde, c'était clair, la NBA appartenait désormais à Kobe. Pour le fact numéro 12, rendez-vous un an plus tard, le 14 avril 2004. Dernier match de la saison régulière, les Lakers affrontent les Blazers. Malgré une campagne très décevante autour du quatuor Kobe, Shaq, Peyton, Malone, les Angelinos peuvent encore remporter la division Pacifique et ainsi obtenir le site 2 au nez et à la barbe des Kings pour les playoffs. Sauf que pour ça, il faut gagner. Et là, autant dire que c'est mal barré. 8 secondes à jouer, remise en jeu pour les Lakers, 87-84 pour Portland. Malgré une défense très propre de Ruben Patterson qui ne mord pas aux feintes du Mamba, ce dernier envoie alors une bombe alléluia en plein déséquilibre. Boum, prolongation.
attention, le match devient alors de plus en plus chaud. Les deux équipes n'arrivent pas à se départager et partent même dans une deuxième overtime. Encore une fois, en menant 104-102 à 1 seconde de la fin, les Blazers semblent en excellente posture. Sauf que remise en jeu, Kobe se démarque, prend tout le monde de vitesse, récupère la balle, dégaine, Theo Ratliff remonte mais c'est déjà trop tard, swish. Les Lakers s'imposent au forceps et s'octroient la deuxième place de la conférence Ouest. Je crois bien que sur ce coup-là, ils peuvent remercier Kobe. Là maintenant, il est temps de tourner une page. Après la déconvenue des Lakers lors de la finale 2004 face aux Pistons, Shaq est envoyé vers Miami. La saison qui suit est décevante et les Lakers ne font pas les playoffs. Kobe comprend alors que s'il veut rentrer dans la légende, il doit prouver qu'il est capable de porter son équipe seul vers la victoire. Partons donc vers ce fact numéro 13 du 20 décembre 2005. À ce moment-là, l'équipe de Los Angeles est très critiquée. Malgré le retour de Phil Jackson, l'équipe de LA peine à se maintenir à 50% de victoire et l'attaque questionne beaucoup. Pour preuve, lors de la défaite face à Houston, 2 jours avant, les Lakers n'avaient mis que 74 points dans tout le match. Kobe décide alors de prendre les choses en main dans la rencontre suivante face à Dallas. À la fin du troisième quart-temps, le gars a mis, écoutez bien, 62 points en 31 shoots et les Lakers mènent 95-61. Oui, à 61. À lui tout seul, en 3 quarts-temps, Kobe a mis plus de points que tous les Mavs réunis. Dommage que l'écart ait fait que le Mamba se repose sur le banc pendant tout le quatrième quart. Sans ça, je suis presque assez persuadé qu'il aurait même pu atteindre la marque des 74 que les Lakers n'avaient pas réussi à dépasser 2 jours plus tôt. Bon d'ailleurs, dans toute cette période-là, Kobe était très chaud. Ouais, notre rendez-vous suivant prend place à peine 1 mois plus tard, le 22 janvier 2006. Sous la houlette d'un Kobe qui dépasse la barre des 40 points 5 fois en 2 semaines et atteint même 2 fois la barre des 50, les Lakers vont mieux. Mais après 2 défaites à l'extérieur face à Sacramento et à Phoenix, il est temps de corriger le tir à la maison face aux Raptors. La suite appartient à la légende. Dans un match serré de bout en bout, Kobe Bryant score alors 81 points et offre la victoire aux siens. 81 points, cette perf est toujours la deuxième meilleure de l'histoire en termes de scoring derrière les 100 points de Wilt Chamberlain en 1962. Comme le disait Kobe, pour rentrer dans la légende, il faut faire des choses légendaires. Je crois que là c'est fait. Grâce à cette saison folle pour Kobe, notamment en termes de scoring, les Lakers accèdent aux playoffs. Ils doivent alors dès le premier tour se farcir les Suns d'un Steve Nash MVP. Les Lakers commencent bien et mènent 2-1. Le 30 avril 2006, avec un match 4 à domicile, beaucoup comptent sur eux pour creuser l'écart. Sauf qu'à 8 secondes de la fin, plus personne n'est prêt à parier sur le Black Mamba et les siens. Bah ouais, les Suns mènent 90-88, les Lakers n'ont plus de temps mort et surtout ce sont les joueurs de Phoenix qui ont la balle. Ça sent bon pour Steve Nash et ses potes, n'est-ce pas? Mais ça c'est sans compter sur Kobe. Sur la remise en jeu, Smoosh Parker, tiens, intercepte. La balle arrive au Mamba qui balance alors un lay-up complètement ouf pour envoyer le match en prolongue devant des joueurs des Suns médusés. En overtime, rebelote. Phoenix mène 98-97 et à 6 secondes de la fin, un entre-deux voit s'affronter Luke Walton et Steve Nash. C'est Walton qui saute le plus haut et la balle arrive dans les mains de Kobe. Il dribble 4 fois sur sa droite, s'arrête, s'élance devant Boris Diaw et Rajabel, swish, fin du game. Le Black Mamba serre le poing, les fans chantent MVP, les Lakers mènent 3-1 et ils peuvent clairement remercier leur leader. Et même si les Suns sont finalement remontés pour s'imposer 4-3 dans cette série, cette fin de match de Kobe fait définitivement partie de la légende. Pour le fact numéro 16, nous arrivons au 30 novembre 2006. Kobe a alors troqué son numéro 8 pour le numéro 24. Peu importe le chiffre, le talent est toujours là. En fait, ce dont il faut se rappeler plutôt en ce 30 novembre, c'est que lors du 3e quart-temps de ce match face à Utah, c'est la première fois que j'ai vu un joueur prendre autant feu sur une période de 12 minutes. Parce que ouais, j'ai vu Kobe mettre 30 points dans un seul et même quart-temps tout en réussissant 11 shoots de suite. Alors ok, depuis, des joueurs comme Kevin Love, Klay Thompson ou Carmelo Anthony ont fait mieux. Ok, George Gervin, David Thompson ou Wilt Chamberlain avaient au moins fait aussi bien par le passé en termes de scoring sur un quart-temps. Mais ce match-là de Kobe, j'avais déjà 22 ans et je l'avais vu en direct. Croyez-moi, ça marque lorsqu'au beau milieu de la nuit, vous voyez un joueur survoler une rencontre de la sorte. Pour le moment suivant, je vous donne rendez-vous le 7 mai 2008, le jour où Kobe reçut son seul et unique trophée de MVP. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, Kobe n'a obtenu qu'un trophée de MVP. Au vu de sa carrière, il méritait sûrement plus. Mais faut dire aussi que ce n'était pas facile pour lui. Les années où les Lakers dominaient tout, le Mamba partageait la vedette avec Shaq, et les années où Kobe brillait le plus individuellement, les Lakers gagnaient beaucoup moins. Quoi qu'il arrive, lors de la saison 2007-2008, là il n'y avait plus aucun doute. Avec l'arrivée de Pau Gasol, les Lakers finirent premiers de la conférence Ouest et Kobe, fort d'une saison à plus de 28 points, 6 rebonds et 5 passes par rencontre, dominait toute la ligue. Son trophée de MVP, il l'a eu cette année-là, il l'a mérité et il m'a marqué.
Je veux parler maintenant du 24 août 2008 lorsque Kobe obtint sa première médaille d'or olympique lors des Jeux de Pékin. Alors forcément, gagner l'or au JO ça a du sens, mais ce moment représente bien plus qu'une simple breloque pour moi. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que du haut de ses 30 ans, Kobe faisait office de vétéran dans cette Team USA. Et ouais, ce que j'ai retenu, c'est que cet été-là, il a montré à un gars comme LeBron ce que c'était d'avoir une éthique de travail de dingo. Croyez-moi, ce fut un tournant dans la carrière du King, il le dit lui-même. Puis plus globalement, dans cette compétition, Kobe a mis d'énormes buckets pour glaner la médaille d'or qui avait échappé à Team USA en 2004. Cette Redeem Team fut un vrai symbole dans l'histoire du basket international. Et le symbole de cette Redeem Team, le papa, celui qui avait envie de remporter l'or à tout prix, et surtout celui qui menait toutes ses troupes dans son sillage, c'était bien Kobe. Rendez-vous désormais le 2 février 2009. Je ne vous apprends rien, si vous voulez être le digne successeur de Michael Jordan, il faut être capable de briller au Madison Square Garden. Tous les plus grands ou presque ont réalisé des perfs historiques dans la mecque du basket. Et jusque-là, le record de Kobe dans cette salle était de 46 unités. Bon, c'est loin d'être ridicule, on est d'accord, mais ça fait presque tâche lorsque l'on connaît la grandeur du Mamba. Bah dites-vous que la tâche, il l'a vite effacée. 61 points pour lui ce jour-là pour gommer le record de salle de Bernard King, alors fixé à 60 points, qui donnait depuis 1984. Même si depuis Carmelo Anthony a dépassé ce record d'une unité et que James Harden l'a égalé, ce moment demeure mythique. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard s'il a une très belle place dans ma vidéo top 6 des meilleurs moments all-time au Madison Square Garden sorti l'an dernier en feat avec Evan Fournier. Pour le fact numéro 20, on reste en 2009, le 4 décembre. Kobe a remporté quelques mois plus tôt son 4e titre en s'imposant face au Magic et fut pour la première fois nommé MVP des finales. Mais plutôt que de détailler ça, j'ai décidé de parler d'un shoot clutch. Encore un, ouais. Un shoot face au hit de Dwayne Wade cette fois-ci. Situation classique, 107-105 pour Miami, 5 secondes à jouer, remise en jeu pour les Lakers. Kobe récupère la balle, dribble sur sa gauche, s'élève sur un pied et marque à 3 points avec la planche pour donner la victoire aux siens. Un game winner de plus pour le Mamba. Lui-même dira à la suite de ce tir que la chance l'a beaucoup aidé sur ce coup-là. Mais vous le savez aussi bien que moi, l'entraînement acharné permet vraiment de mieux la provoquer cette chance. Pour le fact 21, rendez-vous le 17 juin 2010 lorsque Kobe a remporté son ultime titre après un match 7 de fou furieux face aux Celtics. Les Lakers tenaient à prendre leur revanche après leur défaite contre Boston en 2008. Ils ont réussi dans une série où Kobe a montré une rage de vaincre hors du commun. Je ne peux même pas compter le nombre de gens qui m'ont dit s'être mis au basket après ces finales et qui arboraient fièrement le maillot du Black Mamba dans les rues. Pour beaucoup, ce titre mémorable aura marqué le début de leur histoire d'amour avec le basket. Il faut dire que même si je fais partie d'une génération bien plus ancienne, je comprends ça. Un deuxième trophée de MVP des finales, près de 29 points par match pour Kobe dans la série, une présence dans tous les secteurs du jeu et surtout une aura gargantuesque sur ses adversaires comme sur ses coéquipiers. Un grand respect pour ce moment. Là, pour la suite, on le sent qu'on approche de la fin de sa carrière. Pour ça, on fait un bond dans le futur, le 12 avril 2013, triste jour où le tendon d'Achille du Black Mamba a lâché. On va rappeler un peu le contexte. Les Lakers sont menés 109-107 face aux Warriors. À 3 minutes de la fin, après une faute à 7 mètres, Kobe s'écroule et se tient l'arrière de la cheville. Ça sent mauvais. Lui-même le sait, son tendon vient de lâcher. Le mec souffre, a du mal à mettre du poids sur son pied et ça se voit. Pourtant, il serre les dents, refuse d'abandonner, va mettre ses 2 lancers francs et permet à son équipe de revenir au score 109 partout. Il rejoint ensuite le vestiaire porté par le staff médical et les Lakers s'imposent 118-116. Kobe dut ensuite se faire opérer en urgence, mais ses 2 lancers francs, il y tenait. Je crois qu'on ne peut pas mieux illustrer la Mamba mentality. Place au moment 23 désormais avec un nouveau saut dans le temps. 13 avril 2016, date du tout dernier match de Kobe en NBA. Ce jour-là, écoutez bien si vous ne le savez pas, le gars a quitté la grande ligue en mettant la bagatelle de 60 points. Alors ok, il a eu besoin de 50 shoots pour ça. Alors ok, ses coéquipiers ont beaucoup joué pour lui. Mais on s'en fout, non? D'autant plus que ce match-là, les Lakers l'ont remporté face à Utah dans une ambiance émouvante au possible. Ce 13 avril, Kobe a montré qu'à 38 ans, et même après avoir dû traverser de sales blessures, il était toujours capable d'affoler les compteurs quand il le voulait. Sortir par la grande porte de cette façon, c'est clairement la signature d'un grand. Il me reste donc un 24e et dernier fact. Et pour conclure, je vais parler du 4 mars 2018. Ce jour où Kobe remporta un Oscar pour son film Dear Basketball. Mais ça, c'est un prétexte pour aller plus loin. Car oui, Kobe était plus qu'un basketteur. Il était un mari, un père formidable qui, je l'imagine, a enlacé très fort sa fille pour tenter de la protéger au moment du crash. Il était aussi un homme d'une créativité, d'une intelligence exceptionnelle et était un modèle pour beaucoup, moi y compris. Ce mec qui a dédié sa vie au basket jusqu'à ses 37 ans, comme peu l'ont fait avant lui, pouvait enfin profiter d'une retraite bien méritée. Et alors que certains n'ont jamais réussi à prendre de distance avec leur sport tant aimé, lui n'avait jamais semblé autant épanoui que depuis qu'il avait raccroché les sneakers. Il en a malheureusement pas profité assez longtemps. Le mec avait encore tant de choses à vivre et à créer. Alors pour tout ce que tu as fait partager à tant de gens à travers le basket et en dehors, mais aussi pour tout ce que tu aurais pu apporter ensuite, tu me manqueras, Kobe.
Voilà pour ce qui est de Kobe Bryant, voilà pour ce qui est de ce deuxième barbershop. Bon, je suis très ému, j'ai le cœur gros, mais ça me fait du bien de vous parler de tout ça. Bien sûr, ce serait cool de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu, mais l'essentiel n'est pas là. Donc on va zapper les formalités, on va zapper votre rubrique, on va zapper les concours, et je vous promets, on reprendra ça dès la prochaine vidéo. Mais là, honnêtement, c'était pas le but aujourd'hui, et puis j'ai pas la tête à ça. J'ai besoin de faire mon deuil un peu, et j'espère que cette vidéo m'aidera. Merci pour votre attention, Mamba out.